Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue dans ce lieu magnifique. Alors on voit le ciel bleu parisien, qui était plutôt gris ce matin, voire pluvieux, mais le beau temps arrive en même temps que qu'on va vous parler d'œufs, donc on a de belles perspectives pour la journée. Je salue aussi les personnes qui sont en visio, qui n'ont pas pu se déplacer avec nous aujourd'hui. Donc bonjour, bonjour à vous aussi. Et puis en fin de conférence de presse, on aura bien sûr ce temps de questions où vous pourrez vous adresser à nous sans trop de problèmes. Alors, on vous avait habitué à une conférence de presse d'avril. Là, on est sur une conférence de presse de juin, mais tout simplement parce qu'on a un contenu encore plus riche à vous apporter. Donc on a pris un petit peu de temps pour mieux construire et encore mieux construire, oui, cette conférence de presse pour vous apporter des informations sur la filière œuf qui bouge, qui évolue sans arrêt. Donc les intervenants d'aujourd'hui, 4 personnes. Alice Richard qui est à ma gauche, qui est la directrice du CNPO. On a Loïc Colombel qui est au fond là-bas, qui est vice-président du CNPO. Et on a Madame Plumelet qui est docteur médecin nutritionniste et qui interviendra plutôt en fin de conférence de presse sur le thème de l'œuf et des Jeux olympiques. On a aussi des professionnels qui sont dans la salle. Donc on a Loïc Thomas qui est là-bas, qui est éleveur mais aussi conditionneur d'œufs, donc qui est président du syndicat national des industriels de l'œuf. On a aussi Vincent Baumier là-bas, que vous connaissez maintenant, qui est un habitué de nos conférences de presse, qui est lui accouveur, qui nous avait reçus pour certains d'entre nous l'an dernier dans son couvoir Loman. Donc une visite très très intéressante sur l'ovosexage. On a aussi Thomas Barclay qui est là, qui est le directeur du SNIPO aussi, le syndicat national des industriels. Et voilà, et donc vous avez toute une équipe qui est là pour répondre à toutes vos questions. Et n'hésitez pas dans ce deuxième temps. Alors, sans plus tarder, puisque je vous ai promis un programme riche, eh bien le voilà. Ce programme-là, donc on va traiter des achats d'œufs en France, de la production d'œufs en France. Donc ça, c'est des thèmes qu'on retrouvait ou qu'on retrouve de façon récurrente dans nos conférences de presse. On a aussi l'identification de l'origine française, l'œuf de France, où on en est sur l'œuf de France. Un gros temps fort de notre conférence de presse, ce sera le lancement du plan de filière 2030. Donc j'aurai l'occasion de vous l'introduire tout à l'heure. Et puis, donc, comme je vous dis tout de suite, nous aurons un zoom sur la place des œufs chez les sportifs. Donc on va commencer par le premier thème directement avec Alice. Merci Yves-Marie. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous et merci pour votre présence aujourd'hui. Alors pour ma part, donc Alice Richard, moi je suis la directrice du CNPO et j'ai la tâche aujourd'hui de vous faire un petit point sur la consommation des œufs en France. Et comme l'indique cette slide, on est sur une croissance toujours dynamique et une consommation qui se maintient. On voit qu'en 10 ans, on a gagné 24 œufs supplémentaires. Donc on est quand même sur un produit qui a la cote. Donc par rapport à l'année dernière, on voit qu'on a cette consommation qui est un record de consommation depuis 20 ans. Sur la répartition, alors où est-ce que les Français achètent leurs œufs ou les consomment, parce qu'en fait, dans ces 224, on compte à la fois les œufs consommés sous forme d'ovoproduits et aussi les œufs coquilles. Donc la plupart du temps, les œufs sont consommés via les circuits de la grande distribution à hauteur de 45%, et ensuite les ovoproduits à hauteur de 41%, et le reste, enfin les ovoproduits donc à destination de la RHD et des industriels de l'œuf. Donc tous les plats, tous les préparations à base d'œufs, type biscuits, gâteaux, pâtes, que l'on retrouve plutôt dans le circuit industriel. Donc ça, c'est pour l'évolution de la consommation et les circuits. Si on regarde un petit peu plus en détail, on voit que l'œuf fait vraiment exception parce qu'on est quand même dans un temps d'inflation. Et pour autant, la consommation se poursuit, ce qui est assez rare dans les temps actuels. On a plus 3% en volume par rapport à 2023 et par rapport à 2022, pardon, et on a 5,3% sur les 4 premiers mois de 2024. Donc on voit que l'année dernière c'était en hausse et là sur les premiers mois de 2024 ça se confirme toujours. Et cette hausse elle est portée majoritairement par deux segments.
qui sont les œufs de poule élevés au sol et les œufs plein air. Et justement, si on regarde un peu plus en détail la répartition des achats par mode de production, on voit que les œufs plein air occupent la majorité des œufs consommés, donc, avec plus de 40%. On a toujours une part d'œufs issus de cages aménagées à hauteur de 20%, identique à peu près avec la proportion d'œufs issus de poules élevées au sol. Et on a le bio et donc le bio qui se maintient en ce début d'année 2024 et le label rouge à hauteur d'un peu plus de 5%. Ce qu'on voit, c'est si on fait le total des œufs issus de systèmes alternatifs, on est toujours en progression. La part d'œufs issus de cages aménagées diminue, donc parce qu'on en retrouve de moins en moins dans les magasins. Et donc on a 80% des œufs qui sont consommés en France qui sont issus de systèmes alternatifs. Concernant les prix, ce qu'on constate sur le début d'année 2024, c'est que grâce à l'application d'Egalim, on voit qu'on amorce une diminution des prix sur les 4 premiers mois de 2024. On est à moins 0,3%. Et c'est plus criant sur le plein air, où on est à moins 1,5%. Et cette baisse, finalement, elle s'explique par l'application d'Egalim et la baisse des coûts de production, surtout la baisse de l'aliment des poules pondeuses, qui est à l'origine de cette baisse constatée en magasin. Et donc ça a un impact aussi sur la perception que les consommateurs peuvent avoir de notre produit, puisqu'il est considéré par beaucoup de Français comme un produit anti-crise, et on le voit dans les chiffres de consommation. Et donc voilà, c'est un produit qui est plébiscité, et c'est ce que notre enquête qu'on mène tous les 2 ans, enquête CSA qu'on mène tous les 2 ans, c'est vraiment ce que notre enquête nous montre, que notre produit a vraiment une image de produit anti-crise. Donc voilà pour les chiffres qui concernent la consommation, et je laisse la parole à Loïc pour la suite. Merci Alice. Bonjour à tous. Donc on va continuer en parlant un petit peu de vos produits. Au niveau du marché, donc on a une augmentation toujours des produits alternatifs, puisqu'ils sont devenus majoritaires depuis 2022 au niveau de la production et la commercialisation de vos produits en France, avec une poussée du sol, et donc sol plein air principalement, le bio restant à un niveau faible, parce qu'il y a assez peu de produits transformés biologiques. Et par contre, si on va un peu plus loin dans l'analyse, en regardant la partie industrie agroalimentaire et la partie RAG, puisqu'on a ces 2 marchés au niveau des ovoproduits, on voit qu'au niveau de l'industrie agroalimentaire, on a moins de 40% aujourd'hui des ovoproduits qui sont issus d'œufs en cage aménagée, donc avec toujours une prédominance du sol, puisque c'est là où on peut avoir de la disponibilité. Très peu de bio, puisqu'on est à 2,4% au niveau des IAA. Par contre, quand on regarde au niveau de la restauration hors domicile, on reste avec un très fort poids des œufs issus de cages aménagées, puisqu'ils représentent à peu près les 3/4, 74% exactement. Et là, on a un peu plus de bio qui va surtout sur des produits transformés type omelette. Pour ce qui est de la production, donc sur 2023, on a repris un peu de couleur au niveau de la production française. On a repris notre première place au niveau européen. On a eu une augmentation de l'ordre de 4% en 2023 par rapport à 2022. On a produit à peu près 15 milliards d'œufs, 14,9 milliards. Et donc, il ne faut pas oublier qu'en 2022, on était au même niveau de production que l'Espagne et l'Allemagne. Donc, cette production qui continue à augmenter, mais qui reste inférieure à ce qu'on avait en 2021. On est toujours à moins 4,2% par rapport à 2021. Et actuellement, les projections qui sont faites par l'ITAVI nous donnent une augmentation très faible, 0,1% sur 2024. Par contre, on peut penser que le fait qu'on ait eu beaucoup de poules abattues par la grippe aviaire en début 2023, sur le premier semestre, on a quand même eu un manque de production lié à l'épisode de grippe aviaire qu'il y a eu en Bretagne, où il manquait à peu près 1 million de poules. Ces poules sont aujourd'hui en production. On peut penser qu'on aura une production un peu plus élevée quand même sur 2024. Donc tout ça nous amène
a un déficit commercial, une balance commerciale qui va s'améliorer, puisque on devient un peu plus autosuffisant au niveau de la production française. On reste par contre sur 2023 avec un déficit de 24 000 tonnes et 55 millions d'euros, ce qui est mieux que 2022 puisqu'on était au plus bas avec un déficit de 49 000 tonnes et de 91 millions d'euros. Il faut savoir qu'on importe plus d'œufs coquilles et on a toujours une balance commerciale positive au niveau des ovoproduits et on est négatif au niveau des œufs coquilles. On importe plus d'œufs coquilles et on est plutôt exportateur au niveau des ovoproduits. Donc on espère sur 2024, avec une projection d'autosuffisance à 99,7%, reprendre des positions également à l'export et être un petit peu moins soumis à l'import. À l'import, on a un sujet qui nous préoccupe fortement aujourd'hui, c'est les importations, le risque d'arrivée massive d'œufs en provenance d'Ukraine, puisqu'aujourd'hui on a eu... si on n'a pas suffisamment de production en France, les magasins ne resteront pas vides, les industriels ne feront pas tourner leurs usines. Ça veut dire que c'est la porte ouverte aux importations, avec un risque d'arrivée massive d'œufs ukrainiens en Europe ou en France. Il faut savoir que sur 2023, c'est une augmentation de 108% des volumes importés en Union européenne en provenance d'Ukraine. Sur les 6 premiers mois de 2024, enfin les 4 premiers mois de 2024, excusez-moi, on a une augmentation de 22%. Donc on peut considérer que cette importation va continuer, sachant qu'il y a un mécanisme de sauvegarde qui est en place et on est arrivé au quota d'importation de 22 188 tonnes, si mes souvenirs sont bons, à la fin de la semaine dernière. Donc normalement, devrait se mettre en place sous une quinzaine de jours la clause de sauvegarde du marché intra-européen et la taxation des produits à l'entrée. Mais est-ce que cette taxation sera suffisante pour empêcher l'importation? Ce n'est pas sûr, compte tenu des coûts de production. Il est clair que la filière, on est solidaire avec les Ukrainiens, mais par contre, on refuse et on ne veut pas qu'on importe des produits qui ne respectent pas les mêmes conditions, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau sanitaire, au niveau du bien-être et au niveau des normes sociales. On a une concurrence totalement déloyale sur ce type de produits et là-dessus, il faut qu'on reste vigilant. Un petit mot juste sur l'évolution de l'élevage alternatif en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 73% des poules sont élevées en système alternatif, hein, donc en sol, en plein air et en bio. Pour situer par rapport, on est quand même dans les bons élèves au niveau européen, puisqu'on doit être le 3e ou le 4e pays en Europe, et on est largement au-dessus de la moyenne qui est à 40%. Donc on a quand même déjà une bonne partie du travail de conversion des bâtiments vers le sol et vers le plein air et le bio qui est faite. On continue toujours à travailler, comme l'a dit tout à l'heure Yves-Marie, sur le logo œuf de France. Pour nous, c'est quelque chose, c'est un point de repère et c'est la démonstration du savoir-faire de la filière française et qui est reconnu par les consommateurs, puisque 89% des consommateurs considèrent primordial l'origine du produit, et donc notre origine France compte. Pour eux, pour les 3/4 des acheteurs en supermarché, c'est un facteur d'achat, y compris sur les produits transformés. Donc on continue à mettre en œuvre une politique forte au niveau communication sur œuf de France. L'œuf de France, c'est la garantie d'un produit qui est pondu en France avec des poules qui sont nées et élevées sur le territoire français. Donc, on peut l'appliquer bien sûr sur les œufs, les ovoproduits pour la restauration et les entreprises agroalimentaires. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est assez peu développé pour la partie restauration et entreprises agroalimentaires, et on a un programme de communication qui sera mis en place sur cette année pour pousser un peu à ce développement. Et vous voyez le logo sur les boîtes d'œufs que l'on a ici sur la veste. Et donc 48 centres d'emballage et fabricants de vos produits sont dans la démarche, c'est 90% de la production. Et je voudrais juste ajouter un mot en termes de communication. On a également au niveau du SNIPO, on a une campagne européenne de communication qui s'appelle Egg Games, sur laquelle on vise les jeunes, les milléniums et jusqu'à 35-40 ans,
sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook principalement, avec une communication pour favoriser également la consommation de l'œuf et son côté nutritionnel, également sportif, nutrition sportive dont on parlera tout à l'heure, dont parlera le docteur Plumet. Donc on est sur un marché dynamique et donc on va vous parler maintenant de nos projets pour les 6 années à venir. Je repasse la parole à Yves-Marie. Merci Loïc, très bien. Donc voilà, Alice et Loïc vous ont expliqué pourquoi on est sur une consommation record en France et comment on essaye de suivre actuellement ce mouvement-là. Mais c'est pas suffisant, ça va vite. 3%, une augmentation de 3% de consommation par an, c'est énorme. Et donc il faut que nous, l'outil de production, on arrive à suivre ce mouvement-là. Et c'est pour ça qu'au sein du CNPO, avec les différentes familles, on a lancé une réflexion sur un nouveau plan de filière. Donc vous l'appellerez comme vous voudrez, plan de filière 2030 des œufs ou œufs 2030. On vous laissera l'initiative ou plan 2030 de la filière française des œufs. Voilà. Vous l'appellerez comme vous voulez, mais c'est un moment important pour notre interprofession, le lancement de ce nouveau plan de filière, parce que là, il y a de réels engagements pour les 6 années qui viennent, pour essayer d'atteindre ces objectifs d'autonomie en œuf en France. Alors, pour faire un petit peu de rétro-planning, souvenez-vous, la filière œuf, c'est une filière qui a subi de multiples mises aux normes bien-être animal, notamment. On a connu une mise aux normes en 1995, on en a eu une en 2003, en 2012, et à chaque fois, c'était l'Europe qui venait nous contraindre sur des... Alors notamment, on n'avait qu'un seul code de production qui existait quasiment dans ces années-là, c'était la poule pondeuse en cage. Et puis c'est devenu la poule pondeuse en cage aménagée suite à 2012. Mais ça, on vous l'a évoqué de multiples fois, puisqu'on est passé de certaines surfaces, et puis maintenant on a des cages enrichies pour ce mode de production. On a eu aussi des modifications sur la production bio. Donc ça, ce sont aussi des modifications réglementaires. Sur la production bio, on a eu des espaces par poule qui ont évolué. On a eu, je dirais que la fourniture de matières premières est devenue 100% bio. On a des poulettes qui sortent dehors un tiers de leur vie. Voilà. Donc tout ça, c'est de l'aspect réglementaire. Mais la filière œuf n'est pas restée que sur du réglementaire. Et depuis, je dirais, 2016, mon prédécesseur, donc Philippe Juvin, qui nous a quittés cette année, mais à qui on peut penser, à l'occasion de ce contrat sociétal d'avenir. Il en avait été l'instigateur quand il était président. Et donc, c'était déjà une réflexion qu'on avait eue avec une grande partie de la société civile. Je me souviens, Loïc, tu étais là. On avait essayé de réfléchir sur 2030. 2016, on réfléchissait à 2030. Et on s'est vite aperçu que le 2030 était devenu 2025, était devenu 2020. Et donc on a évolué vers un premier plan de filière en 2018, donc qui avait été aussi initié par le ministère de l'Agriculture. Et donc là, on s'était fixé des objectifs et qui ont été notamment illustrés par des avancées spectaculaires. Mais là, on arrive au terme de ce plan de filière et un plan de filière qu'on aurait voulu réécrire il y a 1 ou 2 ans, puis il y a eu des événements aussi qui ont fait qu'il faut écrire un plan de filière, c'est une chose, mais être dans le vrai, c'est aussi important. Alors que quand on a eu Covid, Ukraine et compagnie, là, quelle est la tendance qu'on va écrire? C'est difficile. Alors quand on a écrit le plan de filière, M. Macron n'avait pas non plus annoncé une dissolution de l'Assemblée nationale, hein, mais bon, ça n'empêche que on avance malgré cela. Alors, juste pour vous dire que une filière exemplaire aux avancées spectaculaires, juste pour vous dire tout ce qui s'est passé depuis le dernier plan de filière en 2018 notamment. On a travaillé sur l'origine française, la mise en place du pondu en France. On a créé le logo œuf de France en 2018. Mi-2020, on l'a élargi aux produits élaborés. Et aujourd'hui, ça réunit la majorité des centres de conditionnement et la quasi-totalité des enseignes. Loïc vous l'a dit tout de suite. Tout ça, et vous le reprenez et vous le retrouverez dans votre dossier de presse. Mais c'est des choses très très importantes en aussi peu de temps. La transition des élevages, ça aussi, on vous l'a dit de multiples fois, mais on avait un objectif qui était de 50% de poules hors cage aménagées en 2022. On l'a atteint dès 2019, même dépassé.
En 2019, nous étions à 53% de poules dans des systèmes alternatifs. Aujourd'hui, près des 3/4 des poules sont concernées par un mode d'élevage alternatif. Donc c'est quelque chose de très important. Je vous donnerai tout à l'heure des chiffres d'investissement que ça représente. C'est énorme. L'ovosexage, c'est aussi une avancée qu'on a fait. Alors là, on nous a peut-être un petit peu contraint avec un décret ministériel, mais c'est quelque chose qui a été partagé entre le gouvernement et la profession. Un des 2 seuls pays au monde, avec l'Allemagne, à avoir pris cette mesure. Et depuis janvier 2023, tous les poussins souches brunes sont ovosexés. Donc c'est conséquent. On a donc le nouveau plan de filière pour aller plus loin, une filière engagée et performante pour répondre aux attentes des consommateurs et contribuer à la souveraineté alimentaire du pays. Vous vous rappelez tout à l'heure, 9 Français sur 10 veulent de l'œuf français. Donc c'est important qu'on réussisse au-delà d'un sondage, dans les actes d'achat, on le voit aussi. Et dans la grande distribution française, quasiment 100% des œufs sont d'origine France. Il faut qu'on le garde, ça. Ça, c'est quelque chose, que ce soit dans toutes les maillons de la filière, au sein du CNPO, tout le monde a un leitmotiv, c'est garder une autonomie en œufs français, pouvoir répondre en œufs français absolument sur tous nos marchés du mieux possible. On s'est fixé des objectifs à 2030. Bon, il fallait bien fixer une date. On s'est dit un pas de temps de 5 ans, c'est tout à fait raisonnable pour être aussi dans le vrai. 4 axes principaux. On va vous les détailler tout de suite, mais on a un axe 1 autour d'une filière engagée pour assurer la souveraineté alimentaire de la France. Un axe 2 axé sur une filière durable et active pour répondre aux enjeux sociétaux. Un axe 3 qui tourne autour d'une filière mobilisée pour renforcer les liens entre tous les acteurs, de l'amont au consommateur final. Un axe 4, c'est une filière source d'innovation au service de l'agilité et de ses différents maillons. Alors je vais vous détailler les deux premiers axes et puis Loïc reprendra la parole pour les axes 3 et 4. Alors, l'axe 1, une filière engagée pour assurer la souveraineté alimentaire. Comme je vous l'ai dit tout de suite, être autosuffisante pour répondre à la croissance de la demande du marché français. Vous l'avez vu tout à l'heure, plus 3% d'achats en magasin en 2023 par rapport à 2022. Quand on fait 3% en volume, ça représente la production d'1 million de poules pondeuses en France, en plus. Il faut les trouver, les œufs. Faut qu'on les... Et c'est pas les poules qui sont en place qui pondent plus d'œufs, non. Donc il faut qu'on soit capable, c'est clair, il faut qu'on soit capable de créer 300 poulaillers d'ici 2030. 300 poulaillers de poules pondeuses, de tout code qu'il soit. Alors, alternatif, bien sûr. Sol, plein air. Alors, le plein air, c'est aussi le bio. C'est aussi le label rouge, plutôt. Et de production bio, qui répondent du mieux possible au développement du marché. Alors, tout à l'heure, on vous a expliqué que le bio était tombé, je dirais, peut-être à un plancher de volume de vente et qu'on espère le revoir progresser. Et les progressions essentielles se feront sur le plein air et surtout sur le sol. Mais il est absolument indispensable de créer ces 300 poulaillers d'ici 2030. Ça représente un investissement de 300 millions d'euros pour les producteurs d'œufs français. 300 millions. Il faut avoir en tête que pour créer une place de poule pondeuse dans un bâtiment, c'est 50 € par poule. Ce chiffre de 50 € par poule pour créer une place de poule pondeuse en France. C'est un coût qui a augmenté de 30% ces dernières années, depuis 2 ans. Essentiellement lié à l'augmentation des coûts de production, du matériau. Et, vous voyez bien. Mais ça, c'est un objectif très important de la filière œuf. Et on va se donner des curseurs. Tous les ans, on vous tiendra au courant. On en est à combien, on va essayer un tableau de suivi de ces créations de poulaillers. Pour cela, pour atteindre cet objectif, parce qu'une fois qu'il l'est dit, pour atteindre cet objectif, la filière s'est fixé plusieurs axes de travail. Le premier, c'est d'améliorer l'acceptabilité sociale des élevages. Ça, c'est très très important, parce que quand on a un projet, on en a encore un là dans la presse dernièrement, où il y a des associations qui se mettent contre tout projet. Il faut qu'on explique, il faut qu'on aille plus sans doute vers le citoyen pour expliquer le bien fondé de nos projets, que nos projets, c'est du mieux en bien-être animal, c'est du mieux en environnement, c'est du mieux aussi très souvent en conditions de travail pour les éleveurs, en temps de travail pour les éleveurs, et puis très souvent c'est du mieux aussi
pour la sécurité financière de l'éleveur, parce qu'on est dans une production, on a une contractualisation qui existe déjà et qui va être amenée encore à se renforcer. Je vous en parlais tout à l'heure, mais à se renforcer en prenant plus de critères du coût de revient en compte dans le prix d'achat des œufs aux producteurs. Renforcer l'attractivité des métiers et favoriser le renouvellement de génération. Là aussi, il faut qu'on soit plus près des écoles, il faut qu'on soit plus près du corps enseignant pour expliquer le bien fondé de notre métier. Et puis, je vous dis tout à l'heure, ou tout de suite plutôt, je vous en ai parlé, mais le temps de travail, la pénibilité de travail et le revenu de l'éleveur sont 3 éléments fondamentaux à prendre en compte pour attirer aussi bien des salariés dans nos exploitations, mais aussi des jeunes qui vont venir s'installer dans notre métier. On est une source, on est créateur d'emplois en quantité, mais il faut des capitaines dans nos sites d'exploitation et même dans nos usines, quelles qu'elles soient. Et donc ça, il faut qu'on soit proactif sur la communication de notre métier. Le troisième axe de travail, c'est de maintenir les activités des couvoirs sur le territoire. Donc ça, vous pourrez poser une question à Vincent tout à l'heure, il fera un plaisir de vous répondre sur cette question-là, mais on a des couvoirs qui ont été mis un petit peu en péril avec l'influenza aviaire. Il faut absolument qu'on arrive à protéger ces couvoirs-là. Donc peut-être que sur des prochaines installations de couvoirs, qu'on se mette d'accord qu'on n'implante pas d'élevage à proximité de ces couvoirs-là pour créer une espèce de corridor sanitaire pour qu'ils puissent maintenir leur production. Et puis le couvoir, c'est aussi de la sélection. Et on a un outil de sélection en France qui est très important et qui est reconnu mondialement. Donc il faut qu'on arrive à le maintenir. Donc c'est de cet axe-là qu'il faut qu'on travaille. Développer un maillage territorial. On a aussi des régions en France où on peut avoir de la poule pondeuse en place. Mais par exemple, on ne va pas avoir l'abattoir à côté. Pour la poule de fin de l'eau, on n'aura pas l'abattoir. On a une directive de bien-être animal sur le transport qui vient de sortir. On a des temps de route à respecter. Si on n'approche pas les élevages des abattoirs, parce que ça va être très difficile, peut-être qu'il faut qu'on fasse l'inverse. Donc voilà, c'est un axe qu'il faut qu'on travaille là aussi. Alors c'est un exemple que je vous cite sur les abattoirs, mais il peut y avoir d'autres éléments. Pérenniser les modes d'élevage sous signe de qualité. Ça c'est un axe de travail qui cerne plutôt l'activité bio, qui a été très très secouée là depuis 2 ans, notamment avec des baisses de consommation d'œufs bio. Et donc on a dû réorienter certains élevages bio ou vers de la production de poules plein air. Bon, il faut vraiment qu'on apporte de la sérénité à ces élevages-là. Et puis garantir l'origine française et la traçabilité. Donc ça c'est un axe de travail. La traçabilité, on va le faire très prochainement, puisque on peut penser que d'ici mi-2025, tous les œufs seront marqués à l'élevage, ou du moins au premier centre d'emballage de l'œuf, ou à la première mise en alvéole de l'œuf. C'est une réglementation qui va s'appliquer européenne à novembre 2024. Bon, il va nous falloir un petit peu de temps pour équiper tous les élevages de marqueuses d'œufs ou d'encreuses d'œufs, mais on peut vous apporter la certitude pour que mi-2025, Alice, c'est ça, hein, oui, mi-2025, tous les œufs seront marqués à l'élevage, avec au moins le chiffre, le 0, 1, 2, 3 et le pays d'origine. Et ça vous assurera aux consommateurs une traçabilité absolue et l'absence de triche, on va dire aussi, qui aurait pu y avoir éventuellement. Ça, c'est un objectif qu'on a alors qui est à court terme, mais qu'on va remplir. Sur l'axe 2, je vais essayer de faire un peu plus court, je crois, Loïc, parce que il n'y a plus de... Et surtout, Madame Plumet, après. Sur l'axe 2, une filière durable et active pour répondre aux enjeux sociétaux. Là, donc, on a une mesure en faveur du bien-être animal. Ça, c'est la deuxième mesure forte de notre plan de filière. C'est que le CNPO vous communique aujourd'hui qu'il s'engage à élever 90% des poules pondeuses dans des systèmes alternatifs à horizon 2030. Donc aujourd'hui, nous sommes à près de 75%, près de 3/4 des poules. Objectif 2030, c'est de passer à 90%. Des poules pondeuses dans des systèmes alternatifs, donc sol, plein air, label rouge et biologique. C'est pas simple. On vous a parlé tout à l'heure des investissements qu'il fallait, mais ça aussi, ce sont des élevages
pour passer de 3/4 à 90, il va falloir transformer des élevages qui étaient déjà producteurs d'œufs, et ça c'est en production d'œufs, et ça c'est pas simple non plus d'adapter des bâtiments existants vers un nouveau mode d'élevage. Le deuxième axe, ou du moins le deuxième enjeu, c'est d'atteindre 50% d'éleveurs de poules pondeuses utilisateurs de l'application d'autodiagnostic de bien-être animal Eben. Alors peut-être que vous avez entendu parler ou pas de ce type d'outil Eben qui a été conçu par l'Itavi, mais qui a été largement partagé aussi par les composantes de notre métier. Les éleveurs ont suivi une formation au bien-être animal, mais c'est une formation qu'ils ont suivie, et puis une formation qui est valable, je crois que c'est 10 ans. C'est une formation qui est valable 10 ans. L'outil d'autodiagnostic Eben, c'est un outil que l'éleveur est amené à reprendre tous les ans. Et donc c'est un petit peu une mise à jour de cette formation qui est cette formation bien-être animal qui est, on va dire, réglementaire. Cet autodiagnostic est plutôt dans le volontariat et a pour effet de remettre les connaissances à jour sur le bien-être animal chez les éleveurs. On a un objectif, c'est d'atteindre 50% d'éleveurs de poules pondeuses utilisateurs de cet outil Eben. La troisième mesure, c'est de poursuivre le sexage par un financement collectif. On vous a parlé sur les précédentes conférences de presse que nous avions un financement collectif avec un prélèvement de la grande distribution pour indemniser ou compenser financièrement les couvoirs. J'excuse la grande distribution qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui n'est pas pu se libérer. Mais il faut savoir que cet accord-là a une durée de vie, c'est-à-dire qu'en fin d'année 2024, il s'arrête. Donc on est en cours de renégociation au sein du CNPO pour pérenniser ce financement collectif. Comment faire payer le consommateur sur un engagement de citoyen. Donc on travaille ardemment là-dessus pour le pérenniser sur une longueur un peu plus longue. Et puis sur l'ovosexage, c'est d'obtenir le soutien de l'État français, conformément aux engagements du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, pour harmoniser la réglementation européenne. Et là, c'est loin d'être acquis, puisqu'il y a beaucoup de pays en Europe pour qui l'ovosexage n'est pas un sujet. Donc là, par contre, on a une promesse, nous, du ministre de l'Agriculture actuel et le précédent. On n'a pas la promesse du prochain, mais on ira la chercher, mais pour que cette réglementation s'harmonise au niveau européen. Sur cet axe 2, en continuant, on a aussi des mesures en faveur de l'environnement en améliorant le bilan carbone de l'œuf. Donc là, on va plutôt s'adresser aux fabricants d'aliments sur un développement des travaux de recherche et de développement en faveur de la décarbonation de l'alimentation, qui représente l'essentiel de notre poids, on va dire, en carbone ou en gaz à effet de serre. On a aussi un objectif d'atteindre 40% d'éleveurs de poules ayant réalisé une première évaluation environnementale. Donc ça, c'est l'outil CAP2ER niveau 2 qui est en cours de test donc, au sein de l'Itavi, donc qui n'est pas encore disponible. Mais il faut qu'on aille très très vite derrière pour que les éleveurs fassent leur évaluation environnementale pour savoir où ils en sont, quel est leur point initial et vers où ils doivent aussi aller dans leurs pratiques, dans leurs investissements et autres. Développer les énergies renouvelables. En France, on a quelques dizaines de millions de poules pondeuses sur parcours, par exemple. On a quelques dizaines de millions de mètres carrés sur nos bâtiments. Eh bien, on doit être aussi capable de développer des énergies renouvelables. On le fait déjà, il y a bon nombre de poulaillers ou de bâtiments qui commencent à être couverts de panneaux. On a aussi une volonté d'en mettre aussi sur les parcours de poules pondeuses. On a écrit des recommandations au sein du CNPO. On ne souhaite pas dépasser 20% du parcours. Voilà, c'est des recommandations toutes simples, mais dans cette idée de développer le photovoltaïque sur nos parcours, c'est aussi de développer, de garder un usage agricole à ces terres-là, et puis de créer des abris pour les poules. C'est aussi une meilleure répartition des amendements organiques ou des déjections des poules sur les parcours. Voilà, il y a différents objectifs, mais on n'est pas là pour privilégier uniquement la production photovoltaïque. On doit aussi participer au maintien et à la restauration de la biodiversité grâce à la plantation de haies et d'arbres sur les parcours. Donc, vous allez me dire, c'est
ça ne va pas avec la ligne précédente, mais il faut que sur nos parcours, on arrive à faire un mixte des deux. L'agroforesterie, comme on l'appelle sur nos parcours, c'est de planter des arbres. Alors un certain nombre d'arbres, il y a des cahiers des charges qui imposent un nombre d'arbres, mais on en voit aussi la limite par rapport à la prévention grippe aviaire, puisque c'est aussi des refuges à oiseaux sauvages et qui peuvent amener autre chose sur les parcours. Donc il faut qu'on arrive à faire un mix de production d'énergie et d'agroforesterie pour une intégration paysagère des panneaux aussi. Voilà, donc il y a tout un travail là qui sera fait avec notre commission technique pour fournir des référentiels aux éleveurs assez rapidement. Et puis le dernier point, c'est de favoriser l'économie circulaire. Donc toujours dans un souci de protection de l'environnement, on a des poules qui produisent des déjections en quantité. Et là, on a un engrais organique qui est très très riche et qu'on doit être capable de valoriser du mieux possible. Alors on le fait déjà beaucoup vers de multiples destinations, hein, les céréales, les champignonnières, les vignes et autres, mais on doit encore aller plus loin pour substituer cet azote minéral produit à partir de gaz et de pétrole par cet engrais organique. Et puis on a aussi les coquilles d'œufs qui servent notamment sur d'autres destinations. Voilà un petit peu sur cet axe 2. Et la dernière mesure en faveur de la sécurité sanitaire sur cet axe 2, c'est un respect et un renforcement de la traçabilité. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, le marquage des oiseaux à l'élevage, mais des mesures de biosécurité en s'appuyant sur la charte sanitaire existante, cette charte sanitaire qui existe chez nous. Alors on appelait ça un petit peu avant le COHS, mais ce sont des mesures qu'on a prises dans nos élevages depuis déjà, on va dire, 30 ans maintenant. COHS, c'était 1995, donc on arrive à 30 ans, avec l'utilisation des sas sanitaires et autres, qui nous a permis de résister à bon nombre de pandémies, et aussi à assurer une sécurité sanitaire du produit œuf et d'améliorer énormément les toxi-infections qu'on pouvait rencontrer auparavant dans des foyers logements, des colonies de vacances et autres. Et pour encore aller plus loin, c'est que parce que au niveau de la prévention salmonelle, par exemple, c'est ce qu'on retrouve dans le deuxième point, on arrive à un plancher en termes de taux de contamination de nos élevages, autour de 2,5% tous les ans, et on n'arrive pas à le baisser. Et on a un outil là que l'État nous permet d'utiliser depuis janvier 2023, c'est l'utilisation de la vaccination contre les salmonelles, vaccin vivant, afin de prévenir les éventuelles toxi-infections alimentaires collectives, les TIAC. Et donc, on a une demande, nous, vers l'État, c'est d'avoir un accompagnement financier pour vraiment booster le développement de cette vaccination, ce recours à cette vaccination. Et les pays européens qui utilisent ou qui ont recours à cette vaccination vaccin vivant, eux plafonnent à des taux de contamination élevage à 1%. Donc ça nous permettrait de diviser par 2,5, on va dire, notre nombre d'élevages contaminés tous les ans. Et des élevages contaminés, ce sont des élevages non contaminés, c'est la production en plus aussi, puisque ce sont des lots qu'on peut mener à leur terme, alors que quand un élevage est contaminé, eh bien, on est obligé de stopper l'élevage des poules pondeuses dans ces bâtiments-là. Et le troisième point en faveur de la sécurité sanitaire, c'est la mise en place d'un observatoire sur l'utilisation des antibiotiques pour objectiver le maintien de leur faible usage. Alors vous allez me dire, Eco-Antibio existe depuis quelques années. Sauf que Eco-Antibio nous fournit des données sur la volaille, mais pas sur la poule pondeuse. Et donc nous, en interne, on souhaite mettre cet observatoire en place sur l'utilisation des antibiotiques, et vraiment pour illustrer la conviction qu'on a tous dans ce métier-là, c'est qu'on a très peu recours aux antibiotiques. Pour une simple et bonne raison, c'est que on produit tous les jours un œuf qui est issu de la poule. Donc si la poule reçoit des antibiotiques, on va les revoir dans l'œuf tout le temps. Donc c'est pas possible. Autant une filière viande a des délais d'attente avant l'abattage et peut avoir un petit peu recours, je dis bien un petit peu recours à des antibiotiques par période. Autant dans l'œuf, nous, c'est pas possible. Et on souhaiterait l'illustrer et de vous le communiquer par la suite en mettant en place cet observatoire sur l'utilisation des antibiotiques. Voilà sur ces deux premiers axes. Donc, retenez bien, il y a deux informations importantes, mais je vous la redirai tout à l'heure. Mais la création de 300 bâtiments et objectif 90% de poules pondeuses en mode alternatif en 2030. Les axes 3 et 4 vont être
détaillé par Loïc, qui va essayer de faire vite aussi. Mais... On va essayer de faire vite. Hop. Donc, sur les axes 3, l'axe 3, c'est la mobilisation de la filière pour renforcer les liens entre tous les acteurs de la filière, de l'amont jusqu'au consommateur final. Donc, on a encore du travail, puisque on a un souhait, tout d'abord, d'élargir la représentativité du CNPO, à l'amont comme à l'aval. Aujourd'hui, il y a des demandes à l'amont de syndicats représentatifs dans la production de diverses organisations. Et à l'aval, il nous manque certains consommateurs d'ovoproduits et d'œufs, que sont la restauration au domicile et l'industrie. On veut également, dans un cercle différent, renforcer le dialogue avec les ONG, donc celles avec qui on peut discuter, parce qu'on n'ira pas vers toutes les ONG, c'est clair, et également les associations de consommateurs qui, pour nous, sont des vecteurs importants d'information et de remontée des demandes des consommateurs et des citoyens. Et pour nous, il faut également que l'on valorise toujours les atouts de l'œuf dans l'équilibre alimentaire. Tout à l'heure, le docteur Plumet vous expliquera tous les bienfaits de l'œuf en termes de nutrition. On sait qu'on a un produit qui, au niveau nutritif, va vous apporter des protéines, des matières grasses, des minéraux, des vitamines, qui est un nutriment extraordinaire et pas cher. Et donc, nous, un de nos objectifs, on s'appelle le CNPO, Comité National de la Promotion de l'œuf, donc c'est toujours de pousser cette promotion de l'œuf. On souhaite également mettre en place des indicateurs, comme l'a dit tout à l'heure Yves-Marie. Aujourd'hui, on a un indicateur dans Egalim et dans nos contrats qui est plus lié sur l'aliment du bétail, qui est un des facteurs importants des coûts, puisque c'est 65-70% des coûts de production. Mais on veut avoir un indicateur qui soit le coût global de production de l'œuf et par code. Un indicateur pour le bio, un indicateur pour le plein air, un indicateur pour le sol et un indicateur pour l'œuf en cage enrichi. Et ça nous servira dans nos contrats pour avoir la MPA œuf et non plus la MPA aliment du bétail comme on a aujourd'hui. On souhaite également élargir, dans la mesure du possible, l'application d'Egalim au marché de la restauration en domicile, parce que c'est quand même, pour nous, pas loin de 18% des œufs qui terminent en restauration hors domicile, 18-20%. Donc c'est quand même un marché très important. Et aujourd'hui, on n'a pas cette contractualisation et ce système de révision automatique des prix comme on peut l'avoir dans la GMS. Et bien sûr, on veut maintenir et encourager la contractualisation tout au long de la filière et une contractualisation pluriannuelle. Parce qu'aujourd'hui, quand on a des investissements, comme ça a été dit tout à l'heure, où on va investir 1 million dans un poulailler, l'investissement ne sera soutenable que si on a un engagement à long terme, que si l'éleveur a un engagement à long terme avec un repreneur d'œufs ou un transformateur d'œufs. Et ce même repreneur ou transformateur doit avoir également des engagements à long terme avec ses clients. L'axe 4, on est donc sur la filière qui doit être une source d'innovation et au service de l'agilité de ces différents maillons. Donc là, on est plus sur de l'innovation, de la recherche, du développement. Donc le CNPO se doit de soutenir tous les développements, tous les travaux de recherche pour améliorer les performances économiques et environnementales de la filière. On en a parlé tout à l'heure, moins d'empreintes carbone, moins de nuisances olfactives, moins de nuisances environnementales et toujours conserver une compétitivité. Si on n'a pas une filière compétitive, on ne pourra pas survivre à l'avenir. Il faut qu'on ait toujours en tête cette compétitivité par rapport à nos voisins intra-européens et extra-européens. On a également aussi beaucoup d'axes à mettre et beaucoup de travaux à faire sur les recherches appliquées. Il y a des travaux déjà qui sont engagés par certaines entreprises, mais sur lesquels on doit améliorer. On a une matière première qui est une source énorme de protéines.
Hein, aujourd'hui, on peut extraire du blanc d'œuf certaines protéines type le lysozyme qui va être utilisé soit en pharmacie, soit en activité alimentaire comme antibactérien. On a d'autres protéines, la conalbumine qui va être utilisée pour les personnes qui ont des déficiences en fixation de fer sur les globules rouges. On extrait également de l'avidine qui va être utilisée en traceur pour des tests médicaux. Il y a un certain nombre d'applications comme ça, mais on a encore beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire sur le cracking, enfin ce qu'on appelle le cracking de l'œuf, cracking du blanc, cracking du jaune, et également utiliser la coquille à des fins éventuellement nutritionnelles, puisqu'on a quand même des minéraux dans la coquille, et les membranes également, les membranes coquillaires dans lesquelles on a une source de protéines importante. Il faut également, de notre côté, qu'on renforce l'innovation pour améliorer la sélection des animaux, parce que nous, à la base, on doit produire des œufs. On a des évolutions dans nos modes d'élevage, donc il faut que ces souches s'adaptent aux enjeux de la filière. Il y a un gros travail qui est fait au niveau des couvoirs à ce niveau-là. Et ça, il faut le faire, mais en maintenant une diversité de souches. Il ne faut pas que demain, on n'ait plus qu'une souche ou 2 souches disponibles sur le marché. On a besoin de mieux connaître nos marchés aussi. Aujourd'hui, on connaît pas, on a une bonne connaissance de nos marchés, mais qui n'est pas optimum. On doit optimiser la base de données avicoles. C'est la base dans laquelle on a l'ensemble des élevages français, ce qui demain nous permet, si on a un souci quelconque, un problème de contamination, un problème de grippe aviaire, etc., de connaître exactement la localisation des différents élevages et pouvoir agir très rapidement. Et aussi avoir des informations justes en termes de capacité de production et de volume de production. Et on a la même chose à faire au niveau de la consommation et de la connaissance de nos marchés. Quand on importe des produits, aujourd'hui on importe des œufs, on sait que c'est des œufs. On sait que c'est des ovoproduits. Par contre, on ne sait pas si c'est de la cage, du sol, du plein air ou du bio. Et c'est des choses qu'on voudrait essayer d'affiner à l'avenir. Et idem dans nos circuits de commercialisation. Je dirais donc voilà un petit peu la présentation de l'ensemble du plan 2030. Donc on a mis en œuvre, on va mettre en œuvre ce plan et on a l'avantage d'être sur un produit qui a le vent en poupe, qui est en forte consommation, en forte augmentation de consommation. Et je vais passer la parole au docteur Plumet qui va nous parler un petit peu des jeux. Bravo pour le jeu de mots. Bon, très bien. Bon, bah alors avant que vous ne passiez à table, parce que je sens que les estomacs sont en train de commencer à rouspéter, je vais vous emmener néanmoins dans l'univers du sport. Du sport, parce que nous avons la chance de voir arriver des magnifiques athlètes, hommes et femmes. Donc autant savoir ce qui se passe un peu dans leur corps, surtout sur le plan des muscles, et comment les œufs trouvent leur place dans leur alimentation. Et ça tombe bien, les athlètes adorent les œufs. Et ils ont toutes les raisons du monde pour ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, d'abord, faut quand même réaliser que les muscles représentent 40% du poids de notre corps. Donc, on est quand même fait pour le mouvement. Et nous sommes tous à égalité, puisque dans notre corps, il y a 600 muscles. Hein, et on en a tous 600. 600 muscles. Bon, alors, dans les 600, il y en a 380 qu'on peut commander nous-mêmes, biceps, triceps et compagnie, et un peu plus de 200 qu'on ne commande pas nous-mêmes. Et il vaut mieux, parce que c'est le cœur, le diaphragme, enfin bon. Donc, il vaut mieux que ça fonctionne tout seul, entre nous. Hein. Et alors, un muscle, c'est quoi ? C'est 75% d'eau. Donc déjà, un muscle a besoin d'être hydraté pour être efficace. 20% de protéines. Autrement dit, quand on mange de la viande, c'est du muscle. Hein, il y a 20% de protéines là-dedans. Et puis, il y a un petit peu de glucides, le glycogène, parce que le glycogène, c'est la réserve de glucose du muscle, puisque le glucose, c'est le principal carburant du muscle. Et il y a très peu de gras. Alors après, autant nous avons tous 600 muscles, autant d'une personne à l'autre, ça varie un peu sur le développement. Il y en a qui ont des muscles un peu plus volumineux que d'autres, et il y a des personnes qui ont des muscles un petit peu plus gras que d'autres. Donc ça dépend de l'entraînement de chacun. Et alors le muscle, c'est extraordinaire, c'est une machine à démultiplier, puisque là je vous représente une fibre musculaire, et vous voyez la fibre musculaire, voilà.
Donc ça c'est... où est-ce qu'il est mon petit truc rouge? Bon, bah, c'est pas grave. Allez, hop, vous avez ici la démultiplication. Donc ça c'est le muscle qui est un ensemble de fibres musculaires. On en isole une. Elle-même, c'est juste une fibre. Vous voyez qu'elle est pleine de myofibrilles. On en isole une. Et vous voyez qu'une myofibrille, c'est plein de petites choses noires et blanches qui sont en fait des filaments. Et en fait, nos myofibrilles sont composées de filaments, d'actine et de myosine. Et c'est ça qui va permettre la contraction musculaire. Parce que quand l'influx nerveux arrive, vous voyez, nous avons l'actine et la myosine qui sont intercalées entre elles. Quand le muscle est relâché, vous voyez que ces filaments sont écartés. Et quand le muscle se contracte, l'influx nerveux amène le message par les nerfs qui arrivent au muscle. Il y a une dépolarisation de la myofibrille qui fait que les filaments vont se rapprocher et ça va provoquer la contraction musculaire. Évidemment, tout ceci se fait à la vitesse ultrasonique. Vous commandez et hop, le muscle le fait. Donc, pour ce faire, il faut des protéines, donc pour avoir des beaux muscles bien puissants. Il faut du glucose pour avoir l'énergie supplémentaire, enfin nécessaire parce que c'est le carburant de la fibre musculaire. Il faut des vitamines du groupe B, ça c'est la bougie du moteur, parce que les vitamines du groupe B vont faire un peu l'étincelle qui va permettre la libération d'énergie et la contraction musculaire. Il faut aussi du calcium, du magnésium, du potassium pour un bon influx nerveux, parce que quand le message nerveux arrive, hop, en bout de course à la myofibrille musculaire, il y a une dépolarisation qui se fait avec la contraction, vous avez les mouvements des actines et myosines qui va se faire grâce à l'arrivée du calcium, du magnésium et du potassium. Donc, vous voyez tout ce qu'il faut pour avoir une bonne qualité de contraction musculaire. Et bien évidemment de l'eau, ça veut dire que quand on est déshydraté, on a des muscles déshydratés et ça provoque des crampes, des courbatures et on n'est pas au mieux de notre forme. Donc pour ce faire, donc voilà. Alors concrètement, ça donne quoi? Pour Madame Kilomètre, donc je vous ai pris une marathonienne, il lui faut 3000 calories par jour. Là, ce sont des rations d'entraînement. 3000 calories. Normalement, une femme a besoin de 1800 à 2000 calories par jour. Là, on monte à 3000, elle s'entraîne. Hein. La part des protéines augmente. Normalement, c'est 12% des calories, on monte à 15. Donc, ça lui fait 110 grammes de protéines par jour. On baisse la part de lipides. Bon, donc on passe de 80, 100 à 70. Et par contre, on augmente la contribution des glucides puisque c'est le carburant musculaire. Et donc, au final, ça donne quoi concrètement? Au petit-déj, pour vous donner une idée de ce que doit consommer une marathonienne tous les jours, une baguette, ça fait 250 grammes. Hein. Donc, 80 grammes de pain, c'est un tiers de baguette. Donc, un tiers de baguette le matin, beurré, confituré, un yaourt sucré, un fruit. À midi, des crudités, une tranche de rôti de porc ratatouille, 250 grammes de pâtes, c'est une assiette bien pleine, avec encore un tiers de baguette, plus fromage, plus fruits. L'après-midi, en collation, encore un tiers de baguette, plus du chocolat, un laitage, un fruit. Et le soir, au dîner, omelette, avec 2 œufs, des pommes de terre, du fromage. Il faut se dépenser, parce que sinon, on prend vite du poids si on mange comme ça. Hein. Mais là, ça carbure, 3000 calories par jour. Salade verte, pain, laitage et fruits. Ça veut dire qu'une marathonienne, elle consomme normalement, légitimement, 2 fois des féculents dans la journée et puis un peu plus d'une baguette par jour. Et puis pour Monsieur Muscle, j'aurais pu faire l'inverse. J'aurais pu dire Monsieur Kilomètre et Madame Muscle. Bon, allez, je suis tombée dans les archétypes. Allez, hop, Monsieur Muscle. Donc lui, on va lui donner 500 calories de plus, parce que les hommes ont besoin de plus de calories que les femmes. 3500 calories. On va forcer un peu plus sur les protéines, parce que comme il développe de la masse musculaire, on augmente la contribution des protéines. Donc on passe de 12% à 25% des calories apportées par les protéines. On baisse toujours les lipides et on augmente les glucides aussi. Alors qu'est-ce que ça donne pour monsieur au quotidien? On retrouve notre pain beurré confituré, mais là, on voit arriver les fromages blancs, riches en protéines avec le fruit. À midi, crudité, c'est pas une tranche de rôti de porc, ça sera 2, avec de la ratatouille, toujours beaucoup de pâtes, du pain, du fromage, un fruit. L'après-midi, on rajoute des barres hyperprotéinées pour apporter des protéines et encore du fromage blanc et un fruit. Et le soir au dîner, là, c'est plus une omelette de 2 œufs, ça sera une omelette de 4 œufs avec des pommes de terre, du fromage, salade verte, pain, fromage blanc encore de nouveau. Donc, il mange quasiment 1 kg de fromage blanc par jour pour les protéines et le calcium et un fruit. Bon, alors ça, c'est en période d'entraînement.
Ça veut dire qu'avant d'affronter les Jeux, tous les jours, ils vont manger comme ça. Donc, il faut qu'il y ait une bonne restauration, un bon sommeil aussi, pour le jour J être au mieux de leur forme. Alors, évidemment, il va y avoir l'effort. Pendant l'effort, alors l'effort plus ou moins long, il faut boire avant d'avoir soif. Pendant l'effort, il faut boire régulièrement quand c'est possible, environ entre 1,5 et 1 litre d'eau par heure. Et pour des efforts qui durent plus d'1 heure, il ne faut pas se contenter uniquement d'eau. Il faut rajouter du carburant dedans, donc du glucose, mais également du sel, puisque la sueur est salée. Donc, il faut rajouter du sel dans l'eau et également des vitamines du groupe B. Et puis ensuite, une fois que l'effort est effectué, chouette, ils ont gagné leur médaille, eh bien, ils méritent aussi de récompenser leur corps. Donc, on y va. Il faut encore boire 1 litre dans les 2 heures qui suivent. Il faut prendre des protéines s'il y a eu un sport de muscu, parce que pendant la muscu, les fibres sont déchirées. C'est une agression pour les fibres musculaires. Elles sont déchirées et donc pour les reconstruire rapidement et augmenter le volume et donc de la masse musculaire, on a 1 heure pour apporter des protéines. C'est le moment où les muscles sont avides de protéines. C'est le moment où ils les fixent les mieux. Donc pendant 1 heure, soit ils prennent de la whey, la protéine de lactosérum, ce sont les fameux shots, la poudre de whey, c'est de la protéine de lait, soit ils prennent des œufs. Voilà, et surtout le blanc d'œuf. On va voir pourquoi c'est très intéressant pour le sportif, ou alors du laitage, mais c'est whey ou blanc d'œuf. Et puis, pour ceux qui sont dans le cardio et dans l'enduro, type marathonien ou effort prolongé, ce sont des glucides avec des biscuits et des fruits. Bon, alors l'œuf, dans tout ça, vu du côté du sportif, le sportif adore les œufs, surtout pour de la prise de masse musculaire, parce que dans l'œuf, il y a beaucoup de protéines qui sont rapides. Vous connaissiez les glucides lents et les glucides rapides, figurez-vous que ça existe aussi avec les protéines. Il y a des protéines lentes et des protéines rapides. Et les protéines rapides sont des protéines qui libèrent très vite leurs acides aminés, qui diffusent très vite dans le sang et qui sont très vite captés par les muscles pour refaire leurs fibres musculaires. Et l'œuf est riche en protéines rapides, surtout dans le blanc. L'œuf est très facile à digérer parce qu'il est peu gras. Il se mange très facilement au petit-déj, aux repas principaux, parce que les possibilités de recettes sont très nombreuses. Ensuite, il est plus agréable à manger que le shot de whey après l'effort. Et il apporte également du fer, très important pour le sportif, parce que qui dit fer dit oxygène pour les muscles, et des vitamines, puisqu'il y a 9 vitamines sur 13 dans 2 œufs. Enfin, dans les œufs, et il y en a une quantité importante avec 2 œufs. Donc, le quotidien du sportif, qu'il soit flexitarien ou végétarien, car je rappelle que les végétariens mangent des œufs, ils ne mangent pas de viande ni de poisson, mais ils mangent des œufs et des produits laitiers. Et le flexitarien mange de tout, en quantité raisonnable. Et donc, le quotidien du sportif, c'est une omelette de 4 œufs avec une majorité de blanc. Donc, il va faire 4 œufs et 2 jaunes. Ou alors ça peut être au plat, coque, brouillé, comme il veut. Et également les œufs en pancake et en bowl cake. Ils adorent les bowl cakes. Alors, vu du côté nutritionniste, comme je vous l'ai dit, protéines de grande valeur. Dans 2 œufs, il y a 12 grammes de protéines, ce qui représente 10% du besoin en protéines du sportif. Il y a un excellent équilibre entre tous les acides aminés essentiels de l'œuf. L'œuf est la meilleure source alimentaire de tous les acides aminés. Il surpasse même la viande, le poisson et les produits laitiers en termes de qualité de protéines. Voilà. Et donc, ces œufs, ces protéines, en plus, sont très rapidement captées par les fibres pour les ressourcer après l'effort. Les lipides sont surtout à majorité insaturés, comme oméga 9, les mêmes qu'on va trouver dans les amandes et dans l'huile d'olive. Et ces lipides sont tout à fait digestes. Le fer, il y en a beaucoup dans les œufs. Vous voyez, dans 2 œufs, il y a 20% du besoin quotidien en fer. Et c'est super bon parce que le fer, il contribue à l'oxygénation des muscles puisqu'il est véhiculé, il rentre dans la composition de l'hémoglobine. Mais pas que. Dans les œufs, il y a du zinc, du sélénium. Ce sont des oligoéléments antioxydants. Et il faut savoir que la pratique sportive est une activité très pro-oxydante. Le sportif, il respire très fort, il s'oxygène à un max et il y aura forcément libération dans son corps de radicaux libres. Donc, c'est une activité très pro-oxydante. Donc, pour se protéger de l'oxydation, le sportif de haut niveau doit avoir une alimentation riche en antioxydants. Et les antioxydants, c'est vitamine C, E qu'on va trouver dans les légumes et également zinc, sélénium, très antioxydants qu'on va trouver dans les œufs. Vitamines en quantité importante. Groupe B, on l'a vu, pour la production d'énergie. C'est vraiment c'est la bougie du moteur.
Les vitamines liposolubles qui sont antioxydantes, c'est la vitamine A qu'on va trouver dans le jaune d'œuf et la vitamine D également, qui a de nombreuses qualités et qui ne sert pas uniquement à fixer le calcium. C'est une vitamine qui est passionnante. Donc, au final, c'est donc un aliment extrêmement complet pour le sportif. 2 à 3 œufs par jour, c'est très très bon pour lui, ça doit trouver sa place dans son alimentation. Ça permet de nourrir ses muscles en protéines, ça limite les risques de carence du sportif en vitamines et toute carence est très chèrement payée. On va arriver à un tel niveau d'efficacité sportive qu'aucun sportif ne peut se permettre d'avoir de carence. Donc il faut qu'il ait une alimentation riche en aliments, très riche en qualité nutritionnelle et les œufs en font partie. Ça va contribuer aux apports de fer dont il a besoin et ça permet de mieux lutter contre l'oxydation liée au sport. Alors c'est très bien de parler des sportifs de haut niveau, mais qu'en est-il des amateurs? Eh bien je dirais que qui peut le plus peut également un peu moins. Et le sportif qui fait du sport à raison 2 ou 3 fois par semaine, eh bien, il aura également besoin des œufs dans son alimentation quotidienne, en prévention primaire, en prévention secondaire. Il fait un peu de cardio, il fait un peu de muscu. Et donc, tout ça, ça sera très utile pour lui permettre de maintenir un poids correct et de développer sa masse musculaire. Donc, pour ce faire, tout sportif doit avoir une alimentation équilibrée qui lui permettra d'éviter d'avoir des carences, qui lui permettra d'éviter les excès de gras et de sucre qui font grossir, d'avoir un apport de protéines suffisant, donc merci les œufs. Et puis, les gens ont tendance à manger un peu moins de viande et donc, eh bien, raison de plus pour aller un peu plus vers les œufs. Ça tombe bien puisque la consommation d'œufs augmente. On est sur le vent ascendant et sur le courant ascendant et c'est une très bonne chose. Et donc, il va falloir également privilégier les aliments à forte densité nutritionnelle, ce qui est tout à fait le cas de l'œuf. Donc, l'œuf, c'est parfaitement un aliment idéal dans ce contexte-là pour être en bonne santé. Il a un apport calorique qui est extrêmement raisonnable. Il n'y a que 130 calories dans 2 œufs. Je vous l'ai dit, d'excellentes protéines. Il y a des oméga 9 et même des oméga 3 dans les œufs d'élevage où les poules sont nourries également avec de la graine de lin qui va enrichir l'œuf en oméga 3. Le cholestérol, on l'a vu, franchement, il faut l'oublier, hein, le cholestérol de l'œuf, parce que ça a très peu d'impact sur le taux de cholestérol sanguin. Et puis, il est riche en fer, il est riche en 9 vitamines sur 13. Et donc, c'est utile pour l'homme et pour la femme pour limiter les risques de carence. Bon, voilà tout ce que je voulais vous faire passer comme message. J'ai essayé de le faire en un temps record. Donc, voilà, j'ai fait ma performance, là. Merci Laurence. Merci beaucoup. Toujours des exposés très vivants. Quand on vous donne la parole, nous on a un petit peu moins l'habitude de tout ça, donc on bafoue un peu plus, mais on prend un peu plus notre temps. C'est ça le problème, on est un peu bavard. En quelques mots, pour résumer tout ce qu'on a pu vous dire ce midi, on est sur une consommation d'œufs qui bat des records, mais on le fait aussi parce que ou du moins le consommateur le fait parce qu'il veut de l'œuf français. Ça, c'est très important. Il veut de l'œuf français. Et nous, on veut fournir aux consommateurs français, aux citoyens français, on veut pouvoir leur fournir de l'œuf français. Sur le prix, on vous a dit qu'il y avait une légère baisse du prix des œufs ces derniers mois. Je pense qu'on peut mieux faire. Certains maillons de notre filière peuvent mieux faire sur la baisse du prix des œufs. Là, c'est le producteur d'œufs qui parle. On a quand même eu des baisses sur les matières premières. Donc, il va encore y avoir des baisses sur le prix des œufs dans les magasins. Ça, on peut vous l'annoncer et on va faire en sorte que le prix des œufs baisse. Mais on va les faire baisser, mais pas trop, parce qu'il faut qu'on arrive à suivre la production aussi. Hein, donc, il faut qu'on soit vigilant. Mais voilà. Ensuite, eh bien, on vous a aussi dit que la filière française des œufs était pionnière, responsable et volontaire pour répondre à la hausse de la demande et des enjeux sociétaux. Et tout ça, on a essayé de vous l'illustrer dans ce plan de filière 2030, où là, on a plusieurs objectifs qu'on vous a définis avec Loïc, mais on a par exemple 2 axes ou 2 objectifs importants. C'est la construction de 300 nouveaux poulaillers d'ici 2030, coût d'investissement 300 millions d'euros. Et le deuxième objectif qu'on se donne, c'est eh bien qu'à horizon 2030, 90% de nos poules pondeuses élevées en France soient élevées dans des systèmes alternatifs à la cage aménagée. Voilà ce qu'on voulait essentiellement vous dire. Et puis on va pouvoir compléter dans le temps de questions-réponses. Alors que vous soyez en visio là-bas, l'autre côté de la caméra, ou ici dans cette salle, on est ouvert à toutes vos questions sans problème. Alors la première question va peut-être venir d'Arnaud et de la visio. Ça vous évitera d'avoir la première à poser. C'est souvent l'exercice difficile.
Et on a Loïc et Vincent et Thomas qui sont là aussi pour nous aider à répondre. Allez, je lance la machine des questions. Olivia de Troya pour le Figaro. Au-delà des 300 millions d'euros directement liés à la construction des poulaillers, à combien chiffrez-vous le coût total de ce plan ? Alors c'est la première réponse. La première question n'est pas facile à poser, mais la première réponse n'est pas toujours facile aussi à donner. Et correspond pas au texte de réponse qu'on avait. Ouais. Mais Je vais essayer de faire une réponse, mais pour moi, on a également à transformer les bâtiments existants en cage aujourd'hui, et on peut estimer les coûts de transformation à 30 € par poule. Il faut on a 15 millions de poules à 30 €, ça fait 450 millions à rajouter aux 300. Une dernière question en ligne pour Dominique Chapuis des Échos. Elle aimerait une précision. Le prix des œufs a commencé à diminuer en 2024, mais il avait augmenté de combien l'an dernier et depuis la grippe aviaire? Le prix de vente en magasin avait augmenté de 25 ou 28%. J'ai plus le chiffre exact, mais c'est de cet ordre de grandeur-là. Voilà, et puis il faut se méfier de l'utilisation des pourcentages, d'augmentation, de diminution. Voilà, c'est des chiffres qui ne sont pas toujours comparables. Mais là, l'alimentation animale a baissé de façon conséquente entre juin 23 et, je dirais, mai 24, parce que là, on arrive à un plancher qui laisse penser que dans le temps, parce qu'il y a eu un lissement de certaines charges aussi, à part l'alimentation animale, il y a un lissement de certaines charges qui fait il y a des hausses qui n'ont pas été passées et qui maintenant fait que la baisse va arriver un petit peu plus tard. Mais la baisse des œufs, la baisse des prix des œufs va arriver assez rapidement maintenant. Et on fera, nous en tant que producteurs, on fera pression sur le dernier metteur en marché pour qu'il suive ce mouvement-là. Virginie Pinson des marchés. Le vaccin contre la salmonelle, combien il coûte et quels sont les pays qui l'utilisent? Donc c'est un vaccin qui coûte aux environs de 25 centimes par poule, 25 centimes d'euros par poule. Plusieurs pays l'utilisent depuis plusieurs années, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, et c'est des techniques le développement de ces techniques-là peuvent être cofinancés par l'Europe. C'est là qu'on ne comprend pas la réticence de l'État français, puisque l'Europe peut assurer un cofinancement et aider l'État à développer la mise en place de cet autovaccin, donc de ce vaccin plutôt vivant. Et demain, si on a moins de salmonelle, c'est plus d'œufs sur le marché et c'est moins de coûts également pour la collectivité, puisque quand on abat des poules, il y a une indemnité qui est donnée à l'éleveur. Si on a c'est une diminution des coûts. Donc on souhaite qu'une partie de ces fonds soit redirigée vers de l'aide à la vaccination. Et puis on souhaite développer les méthodes de prévention dans nos élevages. La vaccination est une méthode de prévention. Si on prend simplement l'exemple de l'influenza aviaire, la saison 22-23, c'est 450 cas d'influenza aviaire. La saison 23-24, c'est 10 cas en France. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? C'est la vaccination de tous les canards. Donc l'État a investi près de 100 millions d'euros dans la vaccination en 2023-2024, alors qu'il avait indemnisé quasiment 1 milliard d'euros l'année précédente. Vous voyez un peu l'euro investi dans la vaccination, le rapport que ça peut avoir. Et puis, au-delà d'indemniser, mais c'est aussi de la production présente, c'est aussi des éleveurs qui croient dans leur métier et qui ne sont pas sous la menace d'un oiseau qui passe ou d'un courant de vent qui va disséminer du virus. Donc la vaccination fait partie des méthodes de prévention qu'on souhaite vraiment de développer sous toute forme. Alors on le fait sur des colibacilles, on le fait sur bien d'autres choses dans la période poulette, mais là, sur la salmonelle, il faut vraiment qu'on booste cela avec un petit peu d'argent public, mais c'est aussi une des missions de l'État, c'est d'apporter aussi une sécurité alimentaire à ses concitoyens. Il y a une question ici. Merci. Olivier Masbous, au COPAC. Quelques petites précisions par rapport à tous vos projets. Vous avez évoqué le corridor sanitaire autour des accouvoirs, c'est à peu près quel périmètre? Par rapport
à rapprocher l'abattoir de l'élevage, quelles sont les solutions? Est-ce que, je dis peut-être n'importe quoi ou une bêtise, un abattoir mobile peut être envisagé? Et par rapport à l'économie circulaire, qu'est-ce qui manque pour mieux utiliser les fientes des élevages? Merci. Donc, sur la partie couvoir, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est préserver les sites stratégiques qu'on appelle. Et donc, c'est de définir le meilleur rayon et le rayon le plus acceptable aussi pour ne pas bloquer l'ensemble des productions. Aujourd'hui, on était parti sur des rayons de 10 km pour pouvoir protéger l'ensemble de ces sites stratégiques et pouvoir préserver l'activité de chacun. Moi, je peux peut-être répondre sur les abattoirs. Alors, c'est vrai que par rapport au projet de loi IED, il y a quelques régions en Europe et certaines en France qui pourraient être pénalisées le fait de ne pas avoir d'abattoir à proximité des élevages. Et la solution abattoir mobile serait un peu compliquée puisque quelque part on est sur des quantités d'animaux relativement importants. Le marché en plus des poules de réforme est un marché beaucoup à l'exportation. Donc il faut travailler sur deux créneaux, sur l'utilisation de ces produits, peut-être sur réinventer un petit peu la consommation de la poule de réforme, ce qu'on appelle la poule de réforme. Et puis d'autre part, effectivement, travailler en collaboration avec les abattoirs existants. Il faut savoir quand même qu'on est globalement quasiment un excédent d'abattoirs en France. Donc je veux dire, il y a des possibilités quand même de transformation d'abattoirs pour ces poules de réforme. Mais c'est un travail de région, c'est un travail d'État, ça ne se fera pas individuellement et c'est pour permettre effectivement de maintenir ces productions dans toute la France. Donc c'est un travail de fond très important. Et pour les fientes, ce qu'on peut dire quand même, parce que là je prends ma casquette éleveur, il y a eu quand même beaucoup de développement donc, sur les fientes, l'utilisation des fientes donc, comme engrais organique. Donc c'est un engrais très riche. Donc le développement du bio a permis effectivement de le mettre en valeur beaucoup plus qu'auparavant. Et l'agriculture, en dehors de l'agriculture bio, il y a l'agriculture raisonnée qui fait que quelque part il est de plus en plus utilisé. Je pense qu'il y a encore des possibilités, encore des capacités d'utilisation à meilleur escient, je dirais, qui fait que quelque part, il y a tout un travail à faire encore sur la profession pour vraiment le mettre en valeur. Mais c'est vrai qu'on a un produit là qui est vraiment très riche et qui est déjà bien mis en valeur, mais qui demande peut-être encore davantage d'efforts. Merci Loïc pour la réponse. Le maillage territorial, c'est aussi que on a 60% de la production française qui est dans l'ouest de la France. Hein. Si on peut aussi développer des bâtiments et des outils de transformation et des outils des usines d'aliments qui aussi sont... On a des filières animales qui sont en baisse en France de façon globale. On a des usines d'aliments qui peuvent aussi se concentrer sur d'autres productions. Donc voilà. Et si on peut rapprocher quelquefois le poulailler du consommateur, c'est aussi moins de transport. Et voilà. Donc c'est toute cette réflexion globale qu'on doit avoir. J'ai simplement pris l'exemple de l'abattoir, mais ne tenez pas compte ou tenez en compte, mais sachez que c'est de façon globale. Autre question. Myriam Olmété de l'AFP, 300 poulaillers en plus, ça fait combien de poules? Parce qu'on ne met pas autant de poules sol, poules plein air, de poules bio dans un bâtiment, donc j'imagine que c'est des bâtiments uniques quand on parle de poulaillers. Et est-ce que c'est des éleveurs en plus ou c'est à population constante? Et quand vous parlez de 224 œufs par an, un record, est-ce que c'est un record absolu? Ou est-ce que c'est juste qu'avant, on ne mesurait pas le nombre d'œufs qui étaient consommés par les Français? Merci. Parce que vous écrivez en 20 ans. C'est en 10 ans, plus 24 œufs. Oui. Oui, c'est le record. Hein. Et les 300 bâtiments. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que la consommation avait augmenté 3% en volume. Je vous ai chiffré ça à l'équivalent d'1 million de poules pondeuses par an. Nos 300 bâtiments font 6 millions de poules pondeuses sur les 6 ans. Donc on a l'objectif de construire 1 million de nouvelles places de poules pondeuses par an. Mais après, chacun a sa notion des grands chiffres. Nous, on préfère axer sur 300 bâtiments. Et puis la taille, elle peut être différente si vous êtes au sol, en plein air, ou en label rouge, ou en bio. Donc on est obligé de partir sur une moyenne dans ces chiffres-là. Alors, population d'éleveurs, mais plus on aura d'éleveurs, mieux ce sera. Il y a des installations existantes
qu'il faudra transformer, peut-être développer un petit peu, puisque on sait aussi qu'on a des soucis quelquefois de collectifs qui se montent contre n'importe quel projet, et quelle qu'en soit la taille, mais il y a des collectifs qui se montent sous tout type de projet, hein, même des énergies renouvelables. Mais alors peut-être qu'on a, et on estime qu'il faut qu'on optimise au maximum je dirais entre guillemets, les autorisations d'exploiter qu'on a sur nos exploitations pour créer de la production sur ces lieux-là. Après, on sait aussi très bien que les régions où il y a déjà de la production, c'est là qu'on trouve les éleveuses et les éleveurs, les femmes et les hommes, capables aussi il y a une fibre dans certaines régions qui n'est pas présente dans d'autres. Il y a d'autres régions qui sont faites pour produire de la céréale, d'autres pour produire de la filière de la protéine animale. Bon, voilà, mais bien sûr que plus on installera, mieux ce sera. Ça, c'est d'avoir une multitude d'éleveurs et une production d'œufs très diversifiée pour répondre à nos... Alors on n'aura plus 4 codes, on n'aura quasiment plus que 3 codes. Mais voilà. Oui. Mais voilà, sur ces dernières années, comprenez bien que un bâtiment en poule plein air qui coûtait 30 € par poule il y a encore 4 ans, aujourd'hui coûte 50 € par poule. Il y a un delta énorme. Et là, ça a freiné énormément la construction de nouveaux bâtiments et la transformation des bâtiments existants, parce qu'il y a eu une très forte demande aussi en œufs et quasiment une pénurie d'œufs avec grippe aviaire, Ukraine et ainsi de suite, et Covid. Donc, on a une question, Arnaud, là-bas ? Oui, 2 dernières questions d'Olivia de Troya pour le Figaro. Comment vous mobilisez-vous actuellement pour faire passer vos besoins auprès de la future majorité ? Et deuxième question, comment analysez-vous les scissions qui semblent se faire jour dans certaines fédérations professionnelles représentant les acteurs de l'agroalimentaire ? Alors, par contre, je pense que la première partie de question n'était pas complète parce qu'il ne nous a pas donné quelle était la nouvelle majorité. Ouais. C'est là On va déjà attendre d'en avoir une. Mais on sait, quelle que soit la majorité qui va arriver au pouvoir en France, celle qui est à Bruxelles, on la cerne un peu mieux maintenant, mais on va avoir un gros travail sur je dirais sur le début septembre, d'aller à la rencontre de nos parlementaires, d'aller à la rencontre de nos élus, au gouvernement, aussi d'aller à la rencontre de nos représentants à l'Europe pour voilà, presque faire la même présentation que ce qu'on vient de vous faire ce midi. Il va falloir qu'on éduque l'ensemble du nouveau personnel politique. Ça va dépendre un petit peu du volume du nouveau personnel politique. Et du niveau de connaissance qu'ils vont avoir de l'agriculture. Parce qu'on peut peut-être se retrouver quelquefois avec des ministres qui... l'agriculture, ils l'ont prise parce qu'ils voulaient un poste de ministre. Mais leur connaissance d'agriculture n'est pas toujours excellente. Ou va pas forcément être excellente. Donc voilà, c'est notre capacité d'adaptation. Ça peut être aussi un plan de filière, hein, de s'adapter à une absence de majorité ou s'adapter à une majorité. Ça, mais on ne peut pas vous en dire plus, autrement on va se mouiller politiquement. Donc, sur le point du regroupement des FCD et FCA, j'ai pas... La question sur le regroupement l'ANIA aujourd'hui, il y a après-demain plutôt, il y a une assemblée générale élective et il y a des soucis et il y a 6 mois pour régler ces problèmes au niveau de l'ANIA. Il nous faut une ANIA forte par rapport, on a FCA, FCD qui se regroupent de l'autre côté. On a déjà aujourd'hui 4 différentes fédérations qui représentent les industries agroalimentaires. Et on a tout intérêt à conserver une ANIA forte pour avoir un poids face à nos clients. Agnès Delcourt pour Néo Restauration. Non, c'était mon tour, s'il vous plaît. Je sais pas si... Ah d'accord. Je voudrais quelques précisions sur les chiffres, notamment sur les ovoproduits. Est-ce qu'on peut faire le distinguo entre la restauration hors domicile et les industries agroalimentaires en termes de pourcentage? Oui. Et quelle est l'évolution aussi, parce qu'on n'a pas de point de référence. Vous l'avez, mais on a aujourd'hui la restauration hors domicile, c'est 74% encore en cage. Je dis de mémoire 12% en plein air, 10%
en sol et un tout petit peu en bio. Mais je vous redonnerai les éléments. Je suis en face de vous, je vais vous redonner les éléments. Et on a un peu d'historique éventuellement sur l'évolution au cours des dernières années. S'il vous plaît. Et les ovoproduits, est-ce qu'on pourrait en trouver en GMS tôt ou tard? Oui, j'espère. Oui, c'est un projet. Oui. On est un des seuls pays en Europe où il n'y en a pas. À quel horizon? À l'horizon où il y en a un qui prendra le courage de les mettre en rayon. Aujourd'hui, il y a des propositions qui sont faites à pas mal de chaînes d'hypermarchés, de supermarchés, mais tout le monde se regarde en chien de faïence en attendant que le voisin part. Je vais prendre l'exemple de Carrefour qui est en Italie en vend, en Espagne en vend et n'en vend pas en France parce que personne ne prend son courage à deux mains pour y aller. Mais parce après, ce sera un marché de niche, hein, c'est pas... Parce que le consommateur français n'est pas prêt, peut-être, tout simplement? Je sais pas, il y a 25 ans, il y avait une entreprise belge qui en avait lancé partout en distribution en Europe, alors que c'est un produit qui est présent beaucoup aux États-Unis. Ils se sont plantés totalement. Nous, on a l'entreprise pour laquelle je travaille, on a des produits qui sont en GMS dans d'autres pays en Europe, qui sont fabriqués en France en plus, mais qu'on n'arrive pas à vendre aujourd'hui en France. Vous parlez de pérenniser les modes d'élevage sous signe de qualité, label rouge et bio, en assurant le maintien et la viabilité des fermes. Mais comment, du coup, concrètement? Concrètement, la loi Egalim, effectivement, qui est apparue, c'est quelque chose qui a été mis en place, qu'on vous l'a montré depuis très longtemps, la contractualisation et les éleveurs. On n'a pas attendu la loi Egalim. Et effectivement, pour pérenniser ce type d'éleveur, il faut être sur des contrats qui permettent de tenir compte des coûts, de l'évolution des coûts, et que l'éleveur puisse avoir une garantie sur sa marge. Et donc sur ces produits-là, que ce soit le bio ou le label rouge, c'est quasiment 100% des éleveurs qui sont dans ce type de contrat, en fait. Sans avoir attendu la loi Egalim, puisque nous, c'est depuis les années 80-90 qu'a été mis en place la contractualisation, en fait. Ok, oh, il est 13h30. Allez, madame. Pardon, Claire Sicard pour l'INEA. Près de 100% des œufs étaient d'origine France vendus en GMS actuellement. C'est quoi l'évolution de ces derniers mois ou de ces dernières années sur ce point-là? Est-ce que vous avez des craintes particulières par rapport à ça? C'est historique. Hein, je dirais que moi, depuis que j'entends que je fais de l'œuf, j'entends toujours dire que la grande distribution a toujours fait confiance à de l'œuf français à quasiment 100%. Le quasiment, c'est parce qu'il peut y avoir des magasins en limite de frontières qui font appel à un peu de l'œuf étranger, mais ça va être le Pays Basque qui va aller chercher en Espagne, ça peut être la Côte d'Azur ou Monaco qui va le chercher en Italie, bon, mais Monaco n'est pas en France. Mais voilà, ça peut être ça éventuellement, mais autrement. On a au sein de l'interprofession, on a la FCA et la FCD qui sont présents tous les deux et qui militent beaucoup pour garder de l'œuf français dans leurs magasins. Et on a ce signe distinctif aujourd'hui sur de l'œuf français. Dans les magasins, on est essentiellement en œuf brun et c'est un œuf qui ovosexe ses poussins aujourd'hui en France. Donc c'est un signe distinctif de qualité. Donc quand vous avez une enseigne qui fait appel à de l'œuf étranger, eh ben c'est une enseigne qui est dans le -10 en termes de bien-être animal. Ça aussi, il faut le signaler. On a eu il y a quelques semaines une enseigne qui a fait appel à des œufs étrangers. Ben, c'est son problème. Mais il faut qu'on informe les consommateurs comme quoi ces œufs-là sont pas dans notre excellence. Voilà. Donc l'œuf français, c'est quelque chose, on répète, mais on le voit aussi sur la filière volaille de chair, où on a une petite production qui est en difficulté avec des vides sanitaires très très longs chez certains producteurs de volaille de chair, quand on est simplement à une autonomie de 50%. 50% de la volaille française est importée. Et vous remarquez quand même que quand ces importations-là atteignent des niveaux comme ça, ça donne le là sur l'appareil de production nationale. Donc nous, on veut rester à 100% parce qu'on a bien conscience que si un jour on descend à 80% d'autonomie, ce sont les 20% d'importation qui donneront le prix des 80% d'œufs français. Et là, on détruira de la valeur chez nous parce qu'on a des contraintes, qu'elles soient administratives et autres, et des contraintes qu'on se met volontairement sur de l'ovosexage, par exemple, qui pèseront sur notre outil. Donc,
On arrive au terme de cette conférence de presse, 13h30. Désolé, on a été un peu long, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de pages de gratter. Donc là, on s'attend à voir de nombreux articles très très complets sur la filière œuf et qui vont encore augmenter nos ventes, mais on est prêt à ça, c'est pour ça qu'on le fait. On vous remercie toutes et tous d'être venus. On va continuer les échanges, hein. On est tous répartis sur différentes tables. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. Et puis, on est là. Il y a Alice qui est là pour quand vous avez besoin de quelque chose sur le CNPO. Vous allez au CNPO voir Alice pour des sujets sur l'œuf. Vous avez aussi l'agence Adocom qu'on remercie avec toutes ses équipes d'avoir travaillé avec nous sur cette conférence de presse. Alors, on appelle ça un vieux couple maintenant, mais on essaye d'innover tous les ans pour vous rendre ça encore plus attractif. Et l'innovation de cette année, c'est le brunch. Un brunch que vous allez retrouver ce midi, alors avec que des produits à base d'œufs. Mais je crois que ça convient à tout le monde. Donc c'est magnifique. Alors je vous souhaite un bon appétit à toutes et à tous. Merci.